Bonjour à tous, bienvenue dans un numéro spécial de Bistronomie, hors série cette fois, car nous n'aurons pas des questions posées à nos chers bistronautes, mais cette fois un invité qui va nous parler d'un sujet qu'il étudie depuis de nombreuses années. Jean, bonjour. Oui, bonjour. Alors, j'ai noté que tu avais été diplômé d'ingénieur en électronique en 1992. Oui, c'est ça. Et depuis, tu as travaillé, comment pourrait-on dire, de manière autonome sur le sujet que tu vas traiter ce soir. C'est exact. Donc, ce sujet, ce sont les transmutations biologiques. C'est ça. Alors, est-ce que tu veux nous présenter rapidement le sujet? Et alors, nous proposons à nos auditeurs, lorsqu'ils tomberont sur cet enregistrement, de chercher dans les commentaires associés à cet enregistrement ou la description un lien vers un PDF que nous parcourrons avec toi, Jean. Et je vois qu'à cette première page, on peut lire donc la fusion froide. Voilà, alors en fait, le sujet qui intéresse beaucoup les gens, c'est la fusion froide, puisque ça serait une solution énergétique assez radicale pour se débarrasser de pas mal de problèmes. Et ça rentre dans une catégorie plus générale qu'on nomme les réactions nucléaires à basse énergie. Et dans cette catégorie, il existe aussi un phénomène similaire, mais qui se déroule dans la nature et qu'on appelle les transmutations biologiques, qui est bien moins traité que celui de la fusion froide, mais voilà, c'est celui que je compte vous expliquer ce soir. Alors je t'en prie. Donc la première page, je fais un rappel pour ceux qui ne connaissent pas ou mal sur la fusion froide. Donc l'histoire de la fusion froide est certainement antécédente à celle des années 90, mais enfin ce qui s'est passé, c'est que dans les années 90, il y a deux chercheurs, Stanley Pons et Martin Fleischmann, qui ont révélé à la presse, qui ont fait court-circuiter un petit peu les circuits habituels, et qui ont révélé à la presse qu'ils avaient la fusion nucléaire de l'hydrogène dans un tube à essai. Donc, ce qui a fait grand bruit à l'époque. Alors, en fait, ce qu'ils faisaient concrètement, c'est qu'ils faisaient une électrolyse de l'eau lourde. Donc, l'eau lourde, c'est une eau qui contient non pas de l'hydrogène, mais du deutérium, qui est un isotope de l'hydrogène. Et ils constataient qu'ils avaient plus de chaleur que ce qu'ils étaient supposés récupérer, quoi. Ils en ont déduit, parce qu'il pouvait pas y avoir non plus de réaction chimique, ils ont déduit que c'était un phénomène nucléaire. Alors tout ça est très bien expliqué par Jean-Paul Biberian dans le lien que j'ai attaché, fusion froide version courte. Alors les avantages de la fusion nucléaire, c'est pas de déchets radioactifs. Alors dans le cas d'un prototype qui semblerait, enfin ça fait déjà un moment qu'il est sur les rangs pour être commercialisé, c'est toujours pas le cas. Enfin le CAD produirait du cuivre à partir du nickel, donc c'est une transmutation. Et ça produit de la chaleur, et de manière très efficace et beaucoup plus intensément que toute réaction chimique. Alors, il n'y a pas de rayonnement, sauf des gamma. Les rayons gamma, c'est des rayons qu'on arrête avec une feuille d'aluminium et qui disparaissent dès lors qu'on arrête le système, quoi. Donc, le fort rendement, puisque c'est pas de la chimie, c'est bien plus que de la chimie. C'est en intermédiaire, si on peut dire, entre la chimie et la physique des autres énergies, comme la bombe atomique ou les centrales nucléaires classiques, quoi. La ressource est abondante, puisque du nickel, il y en a pas mal. Et ça permet aussi, ça plaît moins... Il y a beaucoup de choses qui doivent déplaire au système dans tout ça. Enfin, en particulier, ça permet de faire des petites unités de production. Typiquement, on peut imaginer des unités de production de chaleur dans des locaux qui sont gros comme des containers pour alimenter tout un quartier, quoi, pour chauffer tout un quartier. D'accord, donc des moyens autonomes d'alimenter des petites structures, voire périurbaines ou rurales. C'est un sujet sensible qui a créé beaucoup de remous dans les milieux scientifiques. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que quand le phénomène a été découvert, en fait, moi, je travaillais à un institut mineureux de recherche avancée à Sophie Antipolis, où Pons et Fleischmann, après avoir fait leur découverte et leur annonce, sont venus un petit peu se réfugier. Ils ont eu un labo, là, pendant des années. Alors, malheureusement, j'ai pas travaillé avec eux. J'ai vu arriver ces bons hommes qui, franchement, avaient pas trop l'air de rigolos, qui travaillent dans un garage, quoi. Parce que Stanley Pons, il était responsable dans une université américaine, il était responsable du département de chimie, et Martin Fleischmann était membre de l'Académie des sciences royales britanniques. Bon, des grosses pointures, quand même, quoi. Tout ça est expliqué par Jean-Paul Biberian. Il l'explique très bien dans la vidéo que j'ai mis en lien sur la page 1. Bon, ça a été mis au placard assez rapidement, mais en fait, il y a des gens qui ont continué à travailler dessus, et aujourd'hui, on en est quand même à la 21e conférence internationale sur le sujet, qui va se dérouler dans une ou deux semaines aux États-Unis. Donc, il y a eu 20 conférences avant, dans plein de pays du monde, quoi, dont la France une fois, puis dans d'autres pays, quoi.
Très bien. Le sujet que tu as traité plus précisément, donc tu nous as expliqué que c'était un sujet mitoyen, dirons-nous, celui des transmutations biologiques. Voilà. Alors, les transmutations biologiques, c'est un peu plus ancien, c'est apparu ça a été popularisé dans les années 60 par Corentin Louis Kervran, qui explique que la nature est capable de transmuter des éléments dans d'autres éléments. Et en fait, il y avait des antécédents à ça. Il y a eu déjà des travaux auparavant, notamment les travaux de Pierre Barranger, dont je vais parler un petit peu, mais Zundel aussi, je me rappelle plus tous les noms, mais enfin, il y a eu plusieurs déjà préalables à ça. Et dans les années 60, Kervran a vraiment travaillé à faire connaître ce sujet. Il a écrit 8 ou 9 bouquins, donc à peine 3 sont réédités aujourd'hui dans une édition un peu marginale. Et depuis, on a enterré l'affaire. Vous verrez après que ça rebondit depuis, mais ça rebondit, mais pour les gens qui sont un peu au courant et qui s'intéressent à la question, parce que sinon, c'est sûr qu'auprès du grand public, tout ça, c'est complètement aveugle, quoi, on voit rien. Quels sont les exemples expérimentaux de transmutation biologique? Alors voilà, Pierre Béranger, justement, le professeur Pierre Béranger était responsable de la section chimie de l'école polytechnique à Paris, quand même. Et pareil, pour ce que j'ai pas précisé, mais les conférences internationales sur la fusion froide, c'est toujours des chercheurs de métier, quoi, qui interviennent, des physiciens notamment. Donc le professeur Béranger, pendant des années, il a travaillé sur la germination de graines. C'est des graines de Vess. Et il a constaté qu'il y avait des baisses, pendant la germination des graines, il y avait des baisses de phosphore et des hausses de calcium et de potassium. Alors comment il peut savoir ça? En fait, parce qu'il faisait 2 lots différents. Il faisait un lot de graines qu'il analysait immédiatement, ou qu'il mettait au congélateur et qu'il analysait plus tard, et puis un lot de graines qu'il laissait germer. Et comparativement, il a fallu répéter de nombreuses expériences, parce qu'il faut avoir quand même une répétabilité, enfin il faut une quantité statistique, quoi, pour pouvoir conclure. C'est ce qu'il a fait, et il a constaté qu'il y avait une baisse du phosphore et une augmentation du calcium et du potassium dans ces graines quand elles germaient. Et puis par la suite, alors il y en a d'autres, je cite pas tout, mais Kervran, lui, Corentin Louis Kervran était responsable auprès du gouvernement français à l'époque pour des questions relatives aux problèmes de sécurité au travail. Donc il a été amené à s'intéresser à plusieurs questions. La première que je cite, c'est l'intoxication au monoxyde de carbone pour des soudeurs sur des tôles. Il y avait des problèmes il y avait même des soudeurs qui décédaient, quoi, à cause des intoxications au monoxyde de carbone. Vous savez que le monoxyde de carbone, ça se fixe sur les globules rouges, ça prend la place de l'oxygène. Alors du coup, la personne meurt d'asphyxie, quoi, en fait, parce que ces globules rouges, la place est déjà occupée, ils peuvent plus fixer l'oxygène. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait travailler un test avec un travailleur sur tôle. Il lui a fait faire une prise de sang avant son travail et une prise de sang après son travail, et pendant son travail, il l'a équipé avec une sonde pour analyser l'air qu'il respirait. On s'est rendu compte que, en fait, pendant son travail, il respirait pas de monoxyde de carbone. Et pourtant, à la suite de son travail, la deuxième analyse montrait une augmentation du monoxyde de carbone dans le sang. Donc lui, ce qu'il a proposé, c'est que c'est l'azote, en fait, qui est toxique. L'azote qu'on respire, c'est du diazote, c'est-à-dire c'est une molécule avec 2 atomes d'azote. Et en fait, il y a un des atomes d'azote qui passe une unité, si vous voulez, un hydrogène, à son azote voisin. Alors du coup, l'azote qui perd un hydrogène devient un carbone, et l'azote qui gagne un hydrogène devient un oxygène. Alors il y a des enjeux en médecine par rapport à ça, parce que c'est un mécanisme qui devrait, en principe, selon un chercheur russe, qui devrait en principe ne pas se passer au niveau du globule rouge, mais dans d'autres endroits dans le corps, qui participerait, qui serait un phénomène normal, et ça participerait à la régulation thermique du corps. Alors un autre exemple, c'est des travailleurs au Sahara. Kervran s'étonnait que les travailleurs qui travaillaient sur les installations pétrolières françaises au Sahara à l'époque de l'Algérie française, ils s'étonnaient qu'ils arrivent à travailler dans des chaleurs pareilles. Alors il a fait faire des analyses sur leurs urines, leurs selles, leur alimentation, et il a établi que ces travailleurs, par rapport à ce qu'ils ingurgitaient et ce qu'ils rejetaient, il y avait une augmentation de magnésium et une perte en sodium. Alors il a hypothésé qu'il s'agissait d'une transmutation du sodium au magnésium, c'est-à-dire que le sodium absorbe un hydrogène et devient un magnésium. Et cette réaction, elle est endothermique, c'est-à-dire qu'elle consomme de l'énergie. Donc elle refroidit le corps, en fait. Alors un autre exemple, la recalcification par l'apport de silice organique. Vous savez que les personnes âgées qui ont des problèmes d'os qui cassent, je me souviens plus le terme, ostéoporose. Oui, voilà, c'est ça. Ou même, si elles vont en Biocoop ou si elles vont voir un naturopathe, on va leur conseiller de consommer de la silice organique.
De même, autrefois, dans les temps anciens, on savait utiliser la prêle, qui est très riche en silice. Et on savait qu'en consommant de la prêle, on facilitait la réparation des fractures. Donc, on pourrait avoir affaire ici à une transmutation du silicium vers le calcium, c'est-à-dire le silicium absorberait un carbone pour faire du calcium. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est pourquoi le corps serait plus apte à recalcifier à partir du silicium, alors qu'il serait si simple de recalcifier tout simplement par un apport en calcium. Bon, ça c'est un mystère, mais en tout cas, ça a l'air de se passer comme ça. Et puis, une autre expérience qui n'a jamais été refaite d'ailleurs et qui est tellement facile, sur des cultures de bactéries qui sont présentes dans les dépôts de salpêtre. Vous savez que quand une habitation est atteinte par le salpêtre, bon, on nettoie le mur, mais en fait, on utilise aussi des produits antibactériens. C'est assez étrange. Pourquoi utiliser des produits antibactériens sur du salpêtre qui est supposé être une production purement minérale? Et en fait, on aurait affaire là à une transmutation, une transmutation double, du calcium vers le potassium et du carbone vers l'azote. C'est-à-dire que grosso modo, c'est la chaux qui est sur les murs, qui sous l'effet d'une double transmutation se transformerait en nitrate de potassium, c'est-à-dire en salpêtre. Et notons que le salpêtre, le nitrate de potassium, se trouve en grande quantité dans les guano. Et il y a des enjeux en agriculture. Sur toutes ces questions-là, les enjeux sont en médecine et en agriculture. Et donc, pour dire mon sentiment, c'est un peu dommage de ne pas faire des recherches là-dessus, quoi. Alors, il y a également eu une série de recherches d'un chercheur ukrainien. Donc, il est à la faculté de recherche de Kiev. Donc, il s'agit de Vladimir Vysotsky. Et donc, lui aurait vraiment pu, de manière assez fine, observer et mesurer de la transmutation d'éléments à travers une boue biologique. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors voilà, Vladimir Vysotsky, qui est un chercheur ukrainien et qui intervient assez régulièrement dans les conférences internationales sur la fusion froide, conférences qui accueillent volontiers les gens qui travaillent en transmutation biologique, mais même s'ils sont peu nombreux. Lui, il travaille avec des bactéries. Alors, parce que travailler avec des graines germées ou travailler avec des bactéries, ça a l'avantage que ce sont des petites entités. C'est très difficile de mettre ces phénomènes en évidence sur des rats ou des souris ou des êtres humains, alors que là, c'est beaucoup plus facile. Vladimir Vysotsky a quand même travaillé avec de la spectrométrie de masse, la spectrométrie à temps de vol et la spectrométrie Mossbauer. Je saurais pas trop vous expliquer ce que c'est, mais en tout cas avec du gros matériel, quoi. Alors il a obtenu plusieurs résultats, dont un qui retient beaucoup l'attention, puisque il a montré que les bactéries, sous certaines conditions, quand on leur donne du césium radioactif, c'est-à-dire un élément qui est très présent quand il y a des accidents nucléaires, notamment à Tchernobyl. Quand on leur donne ce césium radioactif dans les cultures bactériennes, les bactéries, elles le transmutent en barium. Et il se trouve que le barium, c'est pas radioactif. Alors c'est drôlement intéressant parce que ça permet de réduire la radioactivité, bien sûr. Alors il a obtenu d'autres résultats, comme le passage du manganèse au fer, le passage de la fusion à froid, on peut dire, du sodium avec le phosphore pour donner du fer. Et alors Vladimir Vysotsky notamment, et ça c'est une information que j'ai vue il y a pas longtemps à nouveau ailleurs, donc affirme que, il transmet l'information en tout cas, selon laquelle en fait à Tchernobyl la radioactivité est aujourd'hui bien plus basse que ce qu'on avait projeté. Bon, on sait quelle est la quantité de produits radioactifs qui ont été balancés dans l'environnement, on sait quelles sont leurs vitesses de décroissance, donc on a su calculer là où on devrait en être aujourd'hui. En fait, il y en a beaucoup moins que prévu. Parce que probablement la nature environnante s'en charge. C'est-à-dire qu'elle fait le ménage, quoi. Au niveau bactérien, au niveau cellulaire, je ne sais comment. Donc un phénomène de transmutation biologique est soupçonné. Absolument, oui. Alors, donc là, on a des recherches qui amènent à des résultats concrets. C'est-à-dire que nos bains de bactéries, on sait très précisément quels éléments on leur donne ou pas, j'imagine. On contrôle tout ça, on régule ça très finement, et on voit bel et bien l'apparition d'éléments qui n'étaient pas présents au début de l'expérience. Absolument, oui. Donc c'est pas de la recomposition moléculaire, ce ne sont pas des molécules qui se retrouveraient séparées en plusieurs atomes, etc. C'est bien le passage d'un atome à une autre case du tableau de Mendeleïev. Exactement. Est-ce qu'à ce jour, on a une piste concrète sur la manière dont cela se produit? Vysotsky a évoqué des possibilités
que j'aurais un peu de mal à expliquer moi-même. Mais bon, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de monde qui travaille là-dessus. C'est ça qui est dommage. Alors, dans tes recherches, tu t'es également intéressé donc à l'application de ces possibilités de transmutation, en tout cas tout ce qui pourrait être impacté par ce domaine, et notamment l'exobiologie. En fait, c'était pas forcément ce que je voulais faire au départ. Au départ, je me suis posé une bête question. Alors, une belle question, peut-être, oui, aussi. Ah, c'est une intuition, peut-être. Je me suis dit, c'est bizarre quand même qu'il y ait autant d'azote dans l'atmosphère de la Terre. Alors, quelles sont les planètes si vous voulez, toutes les planètes ont une atmosphère. Mars a une atmosphère, par exemple. Alors, c'est sûr qu'elle est très, très faible, mais il y a une légère atmosphère. D'ailleurs, il y a des vents même sur Mars. Et de même sur la Lune, évidemment, c'est micrométrique, mais toutes les planètes ont une atmosphère peu ou prou, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la composition de ces atmosphères. Il n'y a jamais beaucoup d'azote. À tout casser, c'est 3%. Et encore, il faut cumuler l'azote avec l'ammoniac, quoi, qui est un composant azoté. Mais c'est jamais plus de 3%. Bon, nous, sur Terre, on a 80% quand même. Alors, j'ai cherché, si je puis dire, dans le système solaire. Enfin, j'ai surtout cherché avec mon ordinateur, quoi. C'est à voir s'il n'y avait pas ce qui se passe sur les autres planètes. Et je suis tombé sur la question de Titan. Et Titan, c'est vraiment un cas très étonnant. Titan est un satellite de Saturne et Titan possède une atmosphère qui est à 95% composée d'azote. Alors quand je dis l'azote, c'est le diazote, c'est le N2, quoi. C'est l'azote qu'on respire nous ici. Alors, Titan a plusieurs caractéristiques étonnantes qui ont beaucoup surpris les chercheurs, parce qu'on a envoyé une sonde sur Titan. C'est-à-dire qu'on a envoyé une mission autour de Saturne, la mission Cassini, et sur Cassini, il y avait un module Huygens fabriqué par l'Agence spatiale européenne, Cocorico, et qui a pu se poser sur Titan. Donc on sait beaucoup de choses sur Titan. Donc on sait que Titan a 95% dans son atmosphère, mais on sait aussi que la surface de Titan est couverte d'hydrocarbures, ce qu'on appelle des tholines, et on sait aussi que Titan a une couche de glace là-dessous, et une couche d'eau liquide encore plus profonde, quoi. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'eau. Et en plus, il y a un phénomène de cryovolcanisme, c'est-à-dire il y a des volcans froids, ce qu'on appelle le cryovolcanisme, qui crachent de la glace d'eau et qui crachent de l'ammoniac aussi, d'ailleurs. Alors, comment je explique ça? Il y a des questions d'isotopie, mais alors voilà, je me suis intéressé à l'isotopie de cet azote qui est dans Titan. C'est-à-dire que l'azote possède deux isotopes, c'est-à-dire deux variétés. Il y a le N14, c'est l'azote standard, majoritaire, et le N15, sur Terre, c'est 0,04%, je crois. Donc moi j'ai mis ça sous forme de ratio, c'est plus simple. Sur Terre, ça veut dire N14 sur N15 égale 270, il y a 270 fois plus d'azote 14 que d'azote 15. Alors sur Titan, il y a seulement un ratio de 170. Et j'ai fait l'hypothèse. Alors il y a aussi une autre question sur Titan que certains chercheurs prétendent avoir résolue, mais qui n'est pas tant résolue que ça, qui est la question de la source de chaleur. Parce que pour que sur Titan il y ait de l'eau liquide en profondeur, il faut qu'il y ait une source de chaleur. Alors parce que c'est loin quand même, c'est loin du Soleil. On invoque des effets de gravitation qui malaxeraient les roches en profondeur. Alors éventuellement, si c'est recevable pour Titan, ça ne l'est pas pour Encelade, qui est une autre petite planète autour de Saturne, qui est beaucoup plus petite, et où on voit le même phénomène, c'est-à-dire des cryovolcans, ou du moins des geysers d'eau. Donc il y a de l'eau liquide sous la glace, parce que là aussi il y a une banquise en surface. Donc il y a une source de chaleur dessous la glace de Encelade. Or, Encelade est tellement petit qu'on a bien du mal à justifier ça par des effets gravitationnels. Alors, il y a une autre explication qui a été suggérée depuis, mais enfin, on sent bien que on a un peu de mal à expliquer tout ça. Donc, moi, j'ai fait l'hypothèse que l'azote de Titan, en fait, vient du carbone. C'est-à-dire que l'azote est transmuté en carbone. Et du coup, cet azote hérite de l'isotopie du carbone. C'est-à-dire que si vous voulez, ça, je l'explique un peu après. Il y a deux carbones. Il y a le carbone 4, il y a le carbone 12 et le carbone 13. Le carbone 12, si on lui ajoute un deutérium, il devient l'azote 14. Et le carbone 13 devient l'azote 15. Donc, si c'est bien un passage de ces deux azotes aux deux carbones, il est assez normal de retrouver la proportion C12 sur C13, de la retrouver sur N14, N15. Vous me suivez? Oui. C'est-à-dire que si le rapport, donc l'isotopie entre azote N14 et N15, si l'azote s'appuie sur en fait une transmutation du carbone, on retrouve un ratio équivalent dans l'isotopie.
Voilà, c'est ça. Alors, il se trouve que le ratio du carbone, le C12 sur C13, c'est 100. Alors là, on a un ratio qui est pas à 100, mais qui est à 170, mais je sais qu'il y a d'autres composants sur Titan qui ont été vus à des ratios inférieurs. Bon, pas à 100, mais on descend à 150 ou 140, donc on sent bien qu'on tire vers les 100. Et puis ce ratio de 170 est étonnant aussi parce que l'azote originel, celui qui a été créé au début du système solaire, son ratio, c'est 430. Alors ça, on le voit dans le vent solaire et on le voit sur Jupiter, qui est supposé avoir une composition isotopique d'une manière générale qui est équivalente à celle du Soleil et donc équivalente à celle des composés originaux du système solaire. Donc déjà, avoir 170 sur Titan, c'est étonnant. Enfin, en tout cas, on peut trouver ça étonnant. Et donc, ça pourrait être la marque, justement, du passage du carbone à l'azote. Donc ce serait un azote non pas issu de la naissance de notre système solaire, mais un azote qui serait apparu suite à la création du système solaire et donc dans un processus de transmutation. Quelle est la source connue de la majorité de l'azote dans l'univers? Ben, il y a la nucléosynthèse primordiale qui fait que tous les composants ont été créés. Mais alors, je crois pas que ce soit le Soleil qui le crée, en fait. Le Soleil, lui, ne fait que faire le passage de l'hydrogène à l'hélium. Donc, tous les autres composés sont, en fait, issus d'un stade antérieur à la formation du système solaire. Donc, soit des supernovas ou des trous noirs massifs, des phénomènes de grande énergie cosmique. Oui, voilà, je ne saurais pas préciser exactement. Du coup, cet azote-là donc a un ratio, une isotopie entre le N14 et N15 habituel de 430 quand on le prend dans le cosmos. Voilà, c'est ça, oui. Et donc, sur Titan, on s'approche plutôt donc des 170. C'est exact. Alors, on pourrait suggérer que le N14 s'en va plus vite que le N15 parce qu'il est plus léger. Mais l'atmosphère de Titan est vraiment énorme, quoi. Hein. C'est considérable. En proportion de la Terre, l'atmosphère de Titan est plus grosse que celle de la Terre. Donc, s'il y a un effet d'effritement de l'atmosphère originelle, on se demande pourquoi elle est encore là. Donc, quels seraient les processus à l'œuvre et qu'est-ce qui nous ramène du coup à la transmutation biologique? Alors, ça nous ramène à la transmutation biologique parce que les exobiologistes sont très intéressés par Titan parce que sur Titan, il y a tous les éléments pour la vie. Il y a de l'eau liquide, il y a du carbone, sous forme d'hydrocarbures, enfin, ou de chaînes carbonées, ce qui est très intéressant pour la vie. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour, éventuellement, pour y trouver, on n'imagine pas des extraterrestres, quoi, évidemment, mais pour y trouver des bactéries. En fait, c'est-à-dire que moi, dans mon hypothèse, je renverse la proposition, c'est-à-dire que il y aurait pas de la vie parce qu'il y a ces composés, il y aurait ces composés parce qu'il y a de la vie. Et cette vie, alors ça, je l'ai pas développé, mais cette vie, elle aurait été apportée par des comètes. Bon, ça, c'est tout un truc que j'ai dans ma poche, qu'il faudrait que je mette en forme. En fait, c'est la vie qui produirait ces substances-là. C'est-à-dire, dès lors que le scénario, ce serait une comète tombe sur une planète glacée, sur laquelle c'est le désert complet. Et la première chose qu'elle se met à faire, c'est, alors, faut que je vous explique parce qu'il y a une autre réaction, parce que le passage du carbone à l'azote, comme je vous l'ai expliqué, mais le carbone, il vient d'où? Alors, il y a une autre réaction qui pourrait fonctionner avec, c'est le passage, le coupage en deux, si vous voulez, le split du silicium. Le silicium, quand on le coupe en deux, on peut obtenir différents composés, mais on peut notamment obtenir de l'oxygène et du carbone. Alors du coup, ça expliquerait pourquoi il y a du carbone et pourquoi il y a des hydrocarbures en surface de Titan. Et ça expliquerait aussi l'eau, parce que là, il n'y a plus besoin que de l'hydrogène, et puis c'est bon, ça fait de l'eau, quoi. Quelle serait l'origine de cette transmutation, du coup? Ce serait des bactéries. Ce serait des bactéries, ou une vie, alors, enfin, je dis bactéries, une vie bactérienne, hein, quelque chose dans ce genre-là, qui serait apportée par les comètes. Alors d'où ça vient? Bon, ça c'est le grand mystère. Mais dès lors que la comète se crache sur ce genre d'endroit, la première chose que font les bactéries, c'est de fabriquer de l'eau déjà. Et puis après, la suite vient avec, quoi. Beaucoup de ces comètes ne sont-elles pas d'ailleurs composées d'eau, de glace? Alors justement, elles sont supposées être composées. Les comètes sont supposées aller ramasser des microcristaux d'eau dans des régions éloignées du Soleil, oui c'est ça, du système solaire, aux environs de la ceinture d'astéroïdes ou même un peu plus loin. Donc ça c'est, sur le principe, c'est pas tellement contestable parce que, ça paraît tout à fait cohérent. Mais on a approché une sonde d'une comète qui s'appelle le Chury. C'est le petit diminutif parce que le nom complet c'est imprononçable. Et sur la comète Chury, ça crache de la flotte. Mais en fait, quand ils se sont approchés, ils se sont rendus compte qu'il y a quand même 30% d'oxygène. Or l'oxygène, c'est-à-dire le dioxygène, celui qu'on respire. Moi, j'ai des documents scientifiques de chercheurs qui disent on comprend pas. Le dioxygène, il aurait dû disparaître depuis bien longtemps déjà dans le système solaire. Il a dû disparaître lors des premiers milliers d'années. On comprend pas pourquoi il y a de l'oxygène comme ça qui sort de la comète.
Or, mon explication ce que je raconte permet d'expliquer pourquoi il y a de l'oxygène qui sort de la comète. Surtout qu'avec le vent solaire qui est fait de protons, donc d'hydrogène, ça fait de l'eau, quoi. Hein. Alors, je dis pas que toute l'eau vient de ce mécanisme-là, mais une bonne partie, c'est bien possible. De même que cette comète, à la surface, on s'attendait à trouver un gros glaçon tout blanc, et en fait, c'est couvert de suie, de carbone. Donc, vous voyez la corrélation avec ce que je suis en train de vous raconter. Alors, du coup, ce processus, lui, générerait de la chaleur ou il en consommerait? Alors, il y a plusieurs... en tout cas, dans le cas de Titan, ça produirait de la chaleur. C'est-à-dire que là, je dois en parler un peu plus loin, mais on a deux réactions. La réaction du split du silicium, c'est une réaction qui consomme de l'énergie. Mais la réaction du passage du carbone à l'azote, c'est une réaction qui produit de l'énergie. Donc, il y a possibilité d'alimenter la réaction du split du silicium avec celle du passage du carbone à l'azote. Portion d'éléments, etc. J'ai pas compris. Au niveau sur le papier, sur le plan des quantités d'éléments en présence, la réaction s'auto-alimente, c'est ça? C'est-à-dire il y a une réaction qui est exothermique, je vous expliquerai ça un peu après aussi, qui produit de l'énergie, et une réaction qui est endothermique, qui en consomme. Donc les deux réactions sont couplées. C'est d'ailleurs, c'est pas une invention de moi, c'est une proposition de professeur Pierre Baranger. Donc c'est une idée qui date déjà de pas mal d'années. Les deux réactions sont couplées et le bilan énergétique à la fin, malgré tout, fait qu'il y a quand même un excès d'énergie. Donc ça chauffe. Alors, je te laisse si tu veux boire un coup, faire une petite pause. Je crois que je vais... Ok, donc petite pause. Alors, on va rappeler à nos auditeurs qui ont pris en cours de route, j'ai mis dans le salon de l'astronomie un lien vers le PDF qu'on parcourt avec Jean Salamèche. Jean, de retour, on reprend le cours. Ouais, ok. Alors, de retour après cette petite pause. Alors Jean, continuons sur la question donc énergétique. Alors le problème, j'aurais même pu titrer ça le problème de la question énergétique, parce que l'énergie qui est déployée dans ce genre de réaction est donnée par la formule d'Einstein, E égale mc carré. Alors c'est-à-dire que par exemple si je prends la réaction ci-dessous là, du split du silicium vers l'oxygène et le carbone, on a des masses atomiques qui sont dans des tables, hein, on peut les trouver notamment, c'est des valeurs. Vous tapez isotope de l'oxygène, isotope du silicium, isotope du carbone dans Wikipédia, on vous donne des masses atomiques. Et on se rend compte que la masse cumulée de l'oxygène et du carbone est plus importante, que la masse seule du silicium. Donc ça veut dire en fait qu'il y a eu un apport en masse. Alors en fait, la formule d'Einstein donne une correspondance entre masse et énergie. Alors ça veut dire que cette réaction est endothermique, c'est-à-dire qu'il faut lui apporter beaucoup d'énergie pour justifier de l'augmentation de masse, qui est minime, mais quand on sait que la vitesse de la lumière c'est 300 000 10 puissance 3, et en plus on met ça au carré, donc le moindre nanogramme, picogramme de matière gagnée ou perdue, ça fait beaucoup d'énergie en jeu. Alors cette réaction du silicium vers l'oxygène et le carbone, qui induit donc un gain en masse, en fait consomme de l'énergie, c'est une réaction endothermique. Et l'autre réaction que j'ai citée, le passage du carbone à l'azote, le carbone plus l'hydrogène donne de l'azote, c'est une réaction au contraire exothermique, c'est-à-dire qu'il y a une perte de masse, et donc la masse qui a été perdue, en fait, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie qui s'est, en standard, qui s'est déployée dans l'environnement, c'est-à-dire c'est de la chaleur. Bon, c'est ce qu'on fait avec la bombe atomique. Hein. Là, ça serait dans ce cas-là, ça serait une bombe à fusion. Ça, c'est expliqué, c'est donné par ce qu'on appelle la courbe d'Aston. Alors donc nous, ce qui nous intéresse, en général, on parle de la fission de l'uranium, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la partie basse là que j'ai encadré en pointillé. Donc chaque fois qu'on prend un élément et qu'on le coupe en deux, on consomme de l'énergie. Et chaque fois qu'on prend deux éléments et qu'on les met ensemble, qu'on les fusionne, on produit de l'énergie. C'est ce qui se passe notamment sur le Soleil. Vous avez une fusion d'hydrogène pour donner de l'hélium. Enfin, ça se passe en plusieurs étapes, en fait. Mais enfin, en tout cas, on passe de l'hydrogène à l'hélium, c'est-à-dire qu'on fait une fusion de l'hydrogène pour aboutir à l'hélium. Donc, on monte dans la courbe d'Aston et donc, on produit de l'énergie. Le Soleil produit de l'énergie, comme chacun sait. Donc, ça nous amène à la question suivante. Alors, la question suivante, voilà, c'est là où je pose le problème, parce que si ces réactions sont tellement violentes qu'a priori, elles sont pas trop compatibles avec la vie biologique. Mais comme vous avez vu précédemment, les réactions, on peut les combiner pour les compenser. Alors, là, le petit signe, j'ai mis des petits détails. Le petit signe U, c'est une unité de masse atomique. Alors, il y a d'autres unités, mais c'est bien pratique. Moi, j'ai adopté cette écriture-là. Donc, on voit
que le passage du silicium, le split du silicium absorbe 0,0180 unités atomiques. Bon, je ne sais pas savoir ce que c'est, enfin, c'est de la masse, quoi, hein, c'est de la masse énergie. Tandis que l'autre réaction, carbone plus hydrogène donne azote, perd de la masse, donc produit de l'énergie à l'extérieur pour 0,0110 unités de masse atomique. Alors quand on sait que 0,0001 unité de masse atomique, ça correspond à 298 molécules d'ATP, on voit le gap qu'il y a avec la biologie. L'ATP, c'est la molécule dans notre corps qui transporte l'énergie. Donc on est dans des catégories énergétiques qui n'ont à peu près rien à voir à celles de la vie biologique. C'est-à-dire, en d'autres termes, si je comprends bien, l'explication d'un processus biologique encore insoupçonné, mais qui mettrait à l'œuvre simplement les ATP, par exemple. C'est-à-dire il y a carrément pas assez d'énergie pour cumuler, pour expliquer ces réactions. Oui, tout à fait. Donc là, on aurait affaire à ce qui nous amène là à la transmutation. De toute manière, ça serait une transmutation, mais c'est sûr qu'on va pas alimenter une réaction nucléaire qui consomme de l'énergie avec des ATP, quoi. Ça c'est clair. Ou alors faudrait peut-être être plusieurs milliards d'individus, peut-être, pour transmuter un atome, je ne sais pas. Donc les solutions, c'est le couplage réactionnel, comme je l'ai expliqué précédemment. Alors par exemple, moi, je vois ce que j'ai écrit. Alors je suis pas rentré dans les détails des isotopes, mais en fait, il y a toute une catégorie de. Par exemple, le silicium, vous avez 3 isotopes du silicium. Donc ça veut dire qu'il faut faire le calcul pour les 3 réactions possibles. Encore qu'elles se démultiplient encore parce qu'il y a plusieurs isotopes de l'oxygène et du carbone. Bon bref. Mais en tout cas, on voit que le passage du carbone à l'azote est un petit peu faible pour alimenter le passage du silicium à l'oxygène et au carbone. Mais on peut cumuler les réactions. C'est-à-dire qu'on peut faire 2 fois le carbone vers l'azote pour pouvoir alimenter silicium vers oxygène et carbone. Et ça peut se passer notamment avec la propagation d'un neutrino qui transporterait cette énergie. Enfin, il y a beaucoup de questions de neutrinos de toute manière dans toutes ces questions-là. Et notamment des neutrinos magnétisés qu'on appelle des monopoles magnétiques. Bon, alors, là aussi, il y a plein de choses à raconter, il y a des expériences qui ont été faites. Alors voilà, en tout cas, tout ça pour dire que on peut déjà coupler les réactions afin de les rendre possibles, quoi. Et afin éventuellement de les modérer pour que une poule se transforme pas en pile atomique. Alors il y a d'autres éléments d'appréciation, c'est le fait que dans des circonstances extrêmes, alors je pense en particulier aux comètes ou à Titan ou aux âges anciens de la Terre, il peut y avoir les bactéries sont très résistantes. Il y a des bactéries qui résistent par exemple, on a retrouvé des bactéries dans des réacteurs nucléaires, quoi. Enfin, dans des cuves de réacteurs nucléaires, enfin là où nous on n'y met pas les pieds, quoi. Donc il y a des bactéries qui sont quand même particulièrement résistantes au rayonnement, ainsi qu'à la chaleur, à la pression, bon, dans une certaine mesure, hein, mais. Et en plus, il y a une autre possibilité, c'est que ces bactéries n'agissent pas par elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles peuvent produire une substance enzymatique qui va agir à distance. C'est-à-dire, je pose ma mine, je me barre, et puis quand ça pète, je suis pas là, quoi. Et justement, on a découvert il y a quelques années l'existence de nanobactéries. Et ce sont pas des êtres vivants à part entière, ce sont des espèces de petites sphères calciques à l'intérieur desquelles il y a des protéines, c'est-à-dire les enzymes sont des protéines en particulier. Et donc ça permet, c'est une hypothèse qui permet qui est importante parce que on imagine, enfin moi je pense que dans la vie il y a l'instinct de conservation, ça vaut pas que, j'allais dire que pour les êtres humains, enfin l'être humain serait même une exception, mais ça vaut jusqu'à la bactérie, quoi. C'est-à-dire il y a pas de suicide, quoi, ça n'existe pas. Donc ces nanobactéries pour réagir à distance, oui c'est ça, ces nanobactéries qui sont pas des êtres vivants mais des composés protéiniques, pourrait agir à distance pour le compte des bactéries et étant produites par les bactéries. Alors j'ai mis des liens là qui n'apparaissent pas, mais par exemple on trouve des bactéries des nanobactéries dans des endroits très intéressants, notamment dans les processus je me rappelle plus, et on le trouve même dans une météorite martienne. C'est-à-dire que bon, c'est plus ou moins discuté, mais enfin ce sont des chercheurs toujours. Moi mes sources sont professionnelles, hein, ce sont ce qu'on appelle des monographies. Bon, ça vient du CNRS, de la NASA ou des revues à comité de lecture. Et donc, il y a des chercheurs qui défendent l'idée qu'il y a des bactéries, qu'il y a des traces bactériennes dans les météorites. Et notamment un qui dit, on a des nanobactéries, des traces de nanobactéries dans une météorite martienne.
Ce serait assez révolutionnaire. Ouais. Donc, ces nanobactéries, c'est comme des petits robots. Et donc, celles-ci pourraient être à l'œuvre, en fait, dans ces transformations, dans ces transmutations. Absolument. Dans le cas où les mécanismes sont violents, parce que on est supposé, nous aussi, dans notre propre corps, il y a des transmutations biologiques qui se produisent. Alors évidemment, à la seule condition qu'elles soient compensées à 100%, parce que ou à peu près, quoi. Donc là, j'évoque un schéma qui correspond à des conditions extrêmes, c'est-à-dire une comète, par exemple, typiquement, c'est dans le vide interstellaire, c'est environné du froid absolu, c'est des rayonnements dans tous les sens. Donc là, on est dans des conditions extrêmes. Ensuite, tu nous parles de la Terre. Voilà, alors la Terre boule de neige, qu'est-ce que c'est ? C'est un sujet qui passionne beaucoup les chercheurs. Alors il y a eu plusieurs périodes, mais moi je prends référence à la dernière. Mais enfin, grosso modo, il y a eu 3 grandes périodes où la Terre a été complètement glacée, couverte de glace. Et le problème dans ce cas-là, c'est que la surface de la Terre renvoie l'énergie du Soleil. Il y a plus la chaleur qui pourrait être absorbée par la surface, elle est renvoyée parce que la surface est blanche, quoi. Alors, les chercheurs ne comprennent pas, ils ne comprennent toujours pas d'ailleurs, comment c'est possible que la Terre ait pu se retrouver dans cette situation-là, et surtout que comment elle en est sortie. Alors, on n'a pas de mécanisme connu pour expliquer ça. On a, pareil, là, j'ai des documents qui correspondent et qui ont été renouvelés, je dirais, en parution dans le dernier numéro de C'est pas Science et Vie, c'est pour la science, où les chercheurs disent mais à l'époque il n'y avait pas assez de. Ils ont les moyens de savoir à l'époque quelle était la composition de l'atmosphère, la contenance de l'atmosphère en CO2. Ils se sont dit c'est peut-être le CO2 qui a réchauffé l'atmosphère. Bon ben non, quand leurs analyses montrent que non. Alors je sais pas sur quoi ils analysent ça, j'ai plus le souvenir. Puis je suis pas géologue, alors j'ai parfois un peu de mal à absorber les informations. Mais on sait qu'il n'y avait pas assez de CO2 à l'époque pour justifier du réchauffement. Donc on ne sait pas. Donc il y a un mystère sur le passage de la Terre boule de neige à une Terre habitable. C'est ça. Alors moi j'ai mis une hypothèse qui permet aussi par là même de justifier 2 autres points. Alors les 2 autres points, c'est la perte en azote 15, parce que vous avez vu que alors j'ai fait l'hypothèse suivante, que l'atmosphère terrestre à l'origine, ou dans les anciens temps, donc je suis un peu imprécis, mais avait une atmosphère en azote qui était équivalente isotopiquement à celle qu'on voit aujourd'hui sur Titan. À cette hypothèse-là, j'ai eu confirmation par la suite parce que j'avais pas trouvé le document l'information à l'époque. En fait, ça s'est confirmé. Effectivement, l'atmosphère ancienne de la Terre avait un azote qui était de composition isotopique équivalente à celle de Titan. Donc, ça veut dire qu'on a perdu du N15 dans l'histoire. Et c'est pas très logique de perdre du N15 parce que le N15 est plus lourd que le N14, donc s'il y a un effet d'effritage, ça devrait être le N14 qu'on perd en premier. Donc déjà, ce point-là. Et puis, une autre information que j'ai trouvée et qui caractérise la sortie de la Terre boule de neige de la dernière glaciation Varanger, là, juste avant le Cambrien, c'est le fait qu'on a une augmentation très importante du rapport entre le phosphore et le fer. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation du phosphore et une diminution du fer. Donc ça, c'est associé à l'apparition de la vie. Voilà, alors je passe à la page 8, Terre boule de neige numéro 2. Donc le Cambrien, c'est l'explosion de la vie, c'est le moment, on appelle ça l'explosion cambrienne. Hein. La vie se déploie de manière très considérable et notamment est caractérisée par l'apparition des êtres multicellulaires. Alors, voilà ce que j'ai proposé, mais enfin ce que je propose comme hypothèse, c'est que en fait on a une réaction de fusion à froid, donc à basse énergie ou d'une manière compensée, entre l'azote et l'oxygène. Et c'est une réaction qui chauffe ça. Donc ça peut permettre la déglaciation. Et en plus, il se trouve que l'azote, le N14, il est beaucoup moins, le N15 est beaucoup moins en quantité que le N14. Donc ce qui va être impacté, non, attendez. Je répète, j'ai pris les choses à l'envers. C'est l'azote qui va réagir avec l'oxygène. Mais l'oxygène, sa composition isotopique, c'est majoritairement le O16. Le O17 et le O18 comptent pour pas grand-chose. Donc, cette réaction va surtout impacter sur le N15 pour faire le phosphore 31, qui est le seul phosphore stable, et considérant le fait que seuls les éléments stables ne peuvent être produits. Donc ça permet d'expliquer, de justifier éventuellement,
la perte en N15. Et puis, pour ce qui concerne l'augmentation du ratio P sur Fe, le phosphore sur fer, donc bon, pour l'augmentation du phosphore, vous aurez compris, je pense. Mais le passage du fer au manganèse, il se trouve que c'est une réaction endothermique, c'est-à-dire qu'il consomme de l'énergie. Donc, il peut amortir la réaction que je viens d'expliquer qui produit le phosphore. Donc, si ces deux réactions sont couplées, bah, effectivement, on a une perte en fer et un gain en phosphore. Et en plus, alors ça, je devrais faire une recherche plus exhaustive sur la question, mais j'ai fait une recherche assez rapide. Le premier gisement sur lequel je suis tombé avec des données géologiques concernant les gisements de manganèse, et ben, ce gisement, il date justement de cette époque-là. Alors bon, ça, voilà, il faut que je fasse un travail complémentaire là-dessus. Mais là, il y a un schéma, bon, il me semble-t-il, qui tient assez bien la route. Alors, si je comprends bien, dans cette aventure, Titan serait comme un cliché suspendu de ce qu'aurait vécu la Terre, c'est-à-dire une composition à 170 de l'isotope de l'azote. Et sur Terre, un processus suivant aurait continué, donc, qui aurait donc fait la transformation de l'azote et d'oxygène vers le phosphore. Et suivant la composition isotopique de l'oxygène, c'est bien le bon azote qui a été impacté. Donc ça expliquerait le déséquilibre dans le ratio. Donc en gros, on aurait le même processus à l'œuvre, mais à deux temps différents. Oui, c'est ça. Bah, c'est-à-dire que le processus de synthèse du phosphore ne se déroulerait pas actuellement sur Titan, mais Titan serait effectivement à l'image de ce que la Terre a été dans les anciens temps. Notamment, sur Titan, il y a quand même pas mal d'hydrocarbures, comme j'ai dit, mais notamment du méthane. Et la Terre était riche en méthane à l'origine. Et aujourd'hui, il n'y a plus de méthane dans l'atmosphère. Alors ensuite, boule de neige et photosynthèse. Alors voilà, ça c'est un peu le souci des chercheurs. Bon, moi je réponds à ça parce que si la Terre est couverte de glace, les cyanobactéries qui sont responsables de l'oxygénation de l'atmosphère, comment ont-elles pu survivre là-dessous, quoi? Bon, bah si les cyanobactéries font le travail que je viens de préciser, ben elles coupent. Alors ou elles le font elles-mêmes, ou elles le font en association avec d'autres micro-organismes. Enfin, en général, il s'agit de bactéries, quoi. Donc, si elles coupent le silicium en deux pour produire de l'oxygène et du carbone, bon, bah, elles ont du carbone. Donc, du coup, elles ont du carbone, donc elles n'ont pas besoin de faire la photosynthèse, pas nécessairement. Elles ont une autre façon de produire le carbone dont elles ont besoin, puisque la photosynthèse, c'est ça, hein, c'est prendre le gaz carbonique ou des composés carbonés, garder le carbone et rejeter l'oxygène. Bon, là, en fait, le carbone et l'oxygène, ils viennent du silicium, ce qui est un schéma complètement différent, mais ce qui permet de justifier aussi l'eau sur Terre, de toute manière, l'augmentation éventuellement du volume d'eau sur Terre, et la vie des cyanobactéries. Enfin, ça, c'est une possibilité, quoi. Donc, ce serait justement le manque d'accès à l'énergie solaire qui aurait orienté une masse biologique à s'attaquer, en fait, aux atomes qui l'environnent pour produire de l'énergie par transmutation. C'est ça. Sachant que le silicium, bah, c'est les silicates, c'est-à-dire c'est les roches en général. Voilà. Ce qui pourrait, resterait à le réfuter peut-être, ce qui pourrait expliquer une partie de l'énergie qu'on observe sur Titan. Un processus encore à l'œuvre de transmutation à l'échelle bactérienne de la silice de Titan. Bah, sur Titan, c'est le silicium qui va vers l'oxygène et le carbone, c'est surtout pour avoir de l'oxygène, c'est-à-dire de l'eau en fait. Et l'autre réaction du carbone, donc puisque là du coup on a du carbone de disponible, l'autre réaction qui passe du carbone à l'azote, c'est la réaction qui va alimenter la précédente, c'est-à-dire celle du silicium à l'oxygène et au carbone. Et qu'est-ce qui manque à Titan du coup? Qu'est-ce qui a manqué pour que l'histoire s'arrête? Si on a bien là décrypté un modèle dans lequel une contamination cométaire déclencherait un processus de transformation, on pourrait dire de terraformation, du coup. Alors j'imagine que c'est la taille de la Terre, son exposition au soleil, il faudrait plus d'alimentation d'énergie solaire pour que le processus s'engage plus loin dans l'apparition de la vie. Bah, on peut penser, déjà sur Titan, c'est pas du tout établi que le processus était arrêté, quoi. Enfin, je veux dire, sur Titan, ça continue. Maintenant, c'est vrai que compte tenu de l'éloignement du Soleil, on peut imaginer que si la vie devait évoluer sur Titan sur des millions d'années et plus, ça évoluerait peut-être pas forcément dans le sens qu'on connaît chez nous, parce que bon, le Soleil est vraiment loin, quoi.
Enfin, on a la même chose, on a des choses équivalentes, par exemple, sur Europe, qui est un satellite de Jupiter. Bon, c'est pareil. On a un océan sous-glaciaire avec une carapace de glace. Bon, il n'y a pas de geyser ou de choses comme ça, mais bon, le phénomène a l'air assez répandu. Et donc, tout ça, ça pourrait représenter l'histoire ancienne de la Terre, en fait, du moins sur une période. Et alors, dans cette hypothèse, est-ce qu'il faudrait que les comètes transportent des bactéries ou des bribes de bactéries? Est-ce qu'il nous faudrait, par exemple, un code génétique déjà existant dans ces bactéries? C'est la grande question. Oui. Moi, je pense que a priori, je me dis que bon, les bactéries doivent être déjà présentes dans les comètes. Après, alors d'où ça vient? Alors ça, c'est vrai que ça reste un grand mystère, quoi. Donc pour finir, les cyanobactéries, bon, qui sont dont on parle beaucoup, puisque ce sont elles qui sont rendues responsables de l'oxygénation de l'atmosphère. Hein. Et ces bactéries, il se trouve qu'elles sont riches en phosphore et qu'elles prolifèrent très volontiers dans les milieux riches en azote. Donc, bon, voilà, tout ça, ça résonne hein, quand même. Que voulais-je dire d'autre? Bon, ça, je l'ai dit déjà. Bon, voilà. Alors, en fait, le split du silicium et le magnésium aussi serait en jeu. Bon, avec un mécanisme un petit peu plus compliqué. Mais tout le socle, comment dire, marin, c'est-à-dire les plaques océaniques, on appelle ça le CIMA, c'est-à-dire silicium, magnésium. Et au fond sur les, je sais pas si vous avez entendu parler des monts hydrothermaux, c'est-à-dire, ce sont les zones où les plaques se rejoignent au milieu de l'Atlantique, où là il y a des grands verres. Vous avez tous dû voir ça déjà dans des reportages. Des grandes profondeurs. Voilà, c'est ça. Et a priori, ça serait ce qui se passe à ces endroits-là. Du moins, ça serait un reliquat, quoi, d'activité, quoi. Et là, on a des fractionnements isotopiques qui ressemblent beaucoup à ce qu'on voit dans une comète, quoi. Par exemple, on a l'isotopie de l'oxygène qui est crachée par les comètes, on la connaît pas, mais on connaît certaines. On sait ce qu'il y a dans les chondrites, ce sont des météorites qui sont suspectés, sinon d'être des déchets cométaires, en tout cas d'être de la même famille en quelque sorte. Et dans ces chondrites, il y a des zones où il y a un enrichissement dans les isotopes minoritaires de l'oxygène. Bon, bah, on observe ça dans les fonds sous-marins, sur les failles océaniques, enfin dans les monts hydrothermaux. De même que l'eau qui est crachée par les comètes est enrichie en hydrogène, en deutérium, pardon. Et ben, c'est ce qu'on observe aussi dans les fonds sous-marins au niveau des monts hydrothermaux. Il y a beaucoup de choses comme ça qui. Donc, les bactéries, en tout cas la vie présente dans nos milieux extrêmes sur Terre, le milieu dans lequel elles survivent, donc auquel elles sont bel et bien adaptées, ressemble énormément à celui du milieu cométaire, sur la surface d'une comète, ou a priori lorsque les conditions dans lesquelles une comète qui tomberait sur une planète d'un jeune âge se retrouverait. Oui, il y a certaines caractéristiques qui visiblement sont communes entre les comètes, Titan, je pense. Ça, je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, selon mon hypothèse, oui, mais faut pas trouver quand même les données, et qui sont communs donc aux comètes par l'intermédiaire des analyses qu'on a fait sur les chondrites, sur les météorites, et avec ce qui se passe dans nos fonds sous-marins, qui serait donc un résidu de l'activité de départ, quoi. Très bien, merci. Jean, est-ce que tu veux rajouter une conclusion à ça, nous parler de la suite de tes recherches? Bah, faut que j'écrive un truc sur les comètes. Ce qu'il y a, c'est que j'ai écrit un article qui devait être publié au mois de juillet dans une revue américaine, qui est une revue qui a été créée dans l'environnement du MIT, dans une dissidence du MIT, pour être exact. Bon, là, ils m'ont reculé jusqu'à la fin de l'année avec tous les sujets concernant les transmutations biologiques. Alors, j'arrive pas bien à savoir si c'est exact ou si c'est mon texte alors qu'il a été accepté en l'espace de 3 jours quand même. Bon, alors, je sais pas. Moi, je suis dans l'expectative parce que je suis en contact avec des chercheurs, en principe, notamment avec Jean-Paul Biberian et tous les gens qui gravitent autour de lui. Et puis, en fait, donc c'est pour ça que j'essaie de publier, mais bon, alors du coup, ce que je raconte sur les comètes, bon, j'en ai dans la poche, mais bon, bah, je mets pas, je le diffuse pas trop. Je vais le publier. Il faut que je le publie, quoi. Mais maintenant, j'ai un autre système de publication. Je suis inscrit sur ResearchGate. Je peux publier là-dessus. Bon, bah, il faut que je rédige, hein, c'est du boulot, hein. En anglais, j'imagine. Ah ouais, c'est ça. Eh bien, moi, je te souhaite un bon courage
pour la rédaction et la publication. Peut-être, alors, j'ai pas vu beaucoup de questions de la part de nos auditeurs. J'espère que que vous avez pu suivre. Vous retrouverez donc dans la description de l'enregistrement le lien vers le PDF pour pouvoir consulter en même temps les pages si vous êtes à l'audio. Je vous remercie tous de votre patience. Salamèche, enfin Jean n'a pas tout à fait l'habitude d'intervenir comme ça longtemps. J'espère que ça vous a quand même plu. Pour ceux qui ont pu suivre le sujet, j'en vois certains qui ont l'air on les a un petit peu perdus en chemin en race campagne visiblement. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission hors série ou normale de Bistronomie. À bientôt.